bienvenue dans le 56cast numéro 110, le 110cast qui va s'appeler le... Merde, j'ai pas noté le... Non, le 110cast est vachement bien. Aujourd'hui... Ça commence bien. Ça commence super bien. Aujourd'hui, on va parler avec Florian Lenez. Bonjour. d'OpenStreetMap, ça faisait longtemps, oui. de libre, de transport, d'application. Et on va parler avec Erwan Cario de Libération. Bonjour Erwan. Bonjour. Le chiffre du jour, c'est donc le numéro 110. Non, c'est une blague. On va pas parler de la ligne numéro 110. On va parler... Ouais, mais c'était juste pour faire une blague. Ah, d'accord. On va parler de la Galaxy M110. Alors M110, je vous en ai déjà parlé, du catalogue de Messier. Le catalogue de Messier, c'était un catalogue créé en 1774 par l'astronome Charles Messier pour les chasseurs de comètes, pour qu'ils différencient les comètes des autres trucs qui bougent pas dans le ciel. Et ben, aujourd'hui, on revient au catalogue de Messier parce que M110, c'est le dernier du catalogue de Messier. Il n'en avait mis que 110. C'est une galaxie elliptique. Elle est toujours sur les photos quand on prend en photo la galaxie d'Andromède. Et la galaxie d'Andromède, c'est notre sœur. C'est celle qui est la plus proche de nous. D'ailleurs, elle nous fonce dessus et on va collisionner dans 4 milliards d'années. Mais ça va bien se passer. J'ai mon Google Agenda. De toute façon, on aura d'autres soucis rapport au Soleil. Et c'est donc une galaxie satellite d'Andromède. Il y a des petites galaxies qui tournent autour des grandes galaxies. Et quand on photographie la galaxie d'Andromède, M31, eh ben, le petit pâté qu'il y a juste en dessous, là, c'est M110. Et alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le catalogue de Messier? Eh ben, il y a un autre catalogue fait par John Herschel qui rassemble environ 5000 objets qui s'appelait le General Catalogue. Et c'était des objets observés par lui et son père qui est plus connu, qui s'appelle William Herschel. Ensuite, il a été complété par John Dreyer en 1880, un astronome irlando-danois. Et ça a donné le New General Catalogue, le NGC, et celui-là, il a donc 7840 galaxies, nébuleuses, amas d'étoiles, etc. C'est toujours très utilisé aujourd'hui, c'est une grosse référence. Et notre galaxie là, M110, dans le New General Catalogue, c'est NGC 205. C'est d'ailleurs le nom qu'on lui donne un peu plus souvent, je crois. Donc on a 7840 émissions devant nous, c'est bon? Bah bien sûr. D'accord. Bah, le temps qu'on se collisionne avec Andromède, de toute façon, ça nous laisse. Et après, il y a encore toutes les autres à découvrir. Ouais. Il y a un moment, il faudra qu'on fasse un Pokémon quand même. Quartier libre avec Florian Lenez. Donc, tu es cofondateur de Jungle Bus, qui est, si j'ai bien compris, et je vais résumer, aujourd'hui une application qui permet de cartographier les arrêts de transport et qui les ajoute dans OpenStreetMap, même si on ne sait pas faire et même si on n'y connaît rien. Et peut-être demain un moyen de visualiser les plans de transport libres et ouverts de toutes les villes du monde et plus si affinité. Et bien sûr, tout ceci c'est le but final, faire des plans de transport dans le monde entier. Et tout ceci est libre, parce que sinon on t'aurait pas invité dans le 56K, faut pas dire. Exactement. Tout ceci est libre, on se base sur des logiciels libres et on fait de l'open data, donc on partage les données avec tout le monde. Donc c'est venu comment? C'est venu sur l'idée de continuer à contribuer à OpenStreetMap et que ça serve vraiment aux gens sur le terrain, aux citoyens du monde. Et donc on s'est dit, on va prendre OpenStreetMap qui est ce projet cartographique qui est sans fin, un peu comme Wikipédia qui cherche à créer la meilleure encyclopédie du monde. OpenStreetMap cherche à créer la meilleure carte du monde. Et ce projet, cartographique qui est mené par tous les citoyens, on voulait lui donner une saveur transport pour qu'elle soit vraiment utile et qu'à la fin, elle crée des cartes de transport. Et alors pourquoi une saveur transport? T'as un truc avec les transports ou Alors, moi j'ai une sensibilité au transport, mais surtout on se rend compte que quand on ouvre la carte sur openstreetmap.org, on zoome sur les grandes villes aujourd'hui dans le monde. On a l'impression que la carte est pleine, que tout est cartographié. Alors, ce n'est pas du tout le cas. On peut faire des variations, on peut aller plus loin dans les données, c'est jamais fini. Et donc, les transports, c'est un bon moyen d'aller plus loin dans OpenStreetMap. Mais il y en a déjà, des transports dans OpenStreetMap. Alors, il y a déjà des transports dans OpenStreetMap. On s'intéresse aux bus, on s'intéresse aux trains, on s'intéresse aux trams, à tous les moyens de transport. Mais là, on voulait que ça aille à 100% sur une ville. C'est-à-dire, on prend quelques contributeurs d'OpenStreetMap qui habitent n'importe quelle ville au monde et on arrive à en faire un plan de transport complet à l'échelle d'une ville. Et c'est le but de Jungle Bus, le projet Jungle Bus. C'est un truc que vous avez déjà réussi à faire à Managua, c'est ça? C'est ça. Au Nicaragua? Oui. C'est quoi l'histoire? Alors, c'est le projet qui s'est déroulé à Managua. C'est une ville qui a à peu près 2 millions d'habitants. Et il y a à peu près 200 contributeurs OpenStreetMap qui sont allés sur le terrain, qui sont allés parler aux chauffeurs de bus, qui sont allés faire des relevés sur le terrain avec leur smartphone, avec du papier.
et ils ont collecté tous les arrêts de bus, tous les arrêts de transport, pour en faire à la fin une carte papier et une application mobile, un site internet. Et le résultat, en fait, c'est le premier plan de... Ah, mais ça marche pas. Aïe, 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 Elle est aïe. pourrie, votre tablette. Sérieusement. Donc, la carte papier. La carte papier. Et c'est en fait, c'est quelque chose qui est assez commun pour nous dans les pays occidentaux, un plan de transport d'une ville. Mais il faut savoir qu'il y a 60% des villes dans le monde qui ne disposent pas de plan de transport. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait changer. Ça veut dire qu'en fait, il n'y avait pas de plan de transport préexistant. C'est ça. Il y a plusieurs transporteurs, souvent ils sont privés, et ils n'arrivent pas, il n'y a pas d'autorité de transport assez... Il y a un réseau de bus, il fait son propre plan de réseau de bus, il y a le métro, il y a le plan du métro, mais tu n'as pas le plan de tous les transports d'une seule ville. Exactement. Okay. Exactement. La carte interactive, tu peux refaire ton doigt? Non, c'est bon. La carte interactive pour Managua, elle ressemble à ça. C'est sur le site, comment il s'appelle? Je l'ai noté quelque part, c'est ça. Donc là, voilà, on clique sur les différentes lignes qui permettent de les voir en couleur sur la carte. Et il y a tous les arrêts. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas une carte schématisée, donc on a les arrêts là où ils sont exactement, parce qu'ils ont été relevés sur le terrain. Exactement. Et donc l'idée, c'est à partir d'une application classique, parce que toujours ce qui peut faire peur, que ce soit d'ailleurs dans Wikipédia ou dans OpenStreetMap, hein, c'est les mêmes choses, c'est que les gens ont toujours peur de cliquer sur les boutons éditer, sur modifier quelque chose comme ça je pense que par le volume de données qu'ils ont déjà, on a l'impression de consulter quelque chose de fini. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à franchir le pas de modifier comme ça, d'ajouter une information là-dedans. C'est de simplifier le processus. Tout à fait, voilà. Il y a ça, il y a plusieurs blocages. Et il y en a un, c'est les outils. Quels outils on a à notre disposition? Aujourd'hui, on essaye de créer des nouveaux outils qui rendent accessible à tout le monde, à vraiment tout le monde, le fait d'éditer la carte. Et donc c'est pour ça qu'on a développé l'application Android qui est actuellement disponible. C'est l'application Jungle Bus. Voilà. Aujourd'hui, elle en est. On voit à gauche, Alors voilà, à gauche, on voit un plan du quartier sur lequel il y a tous les arrêts donc les arrêts de bus. Hein, là, on se spécialise que sur le bus. On a les arrêts de bus et puis quand on se rapproche, on peut rajouter un arrêt de bus s'il manque. Et si on clique sur un arrêt existant, on peut lui éditer des détails. Donc voilà, dire que le nom de l'arrêt de bus, on voit à droite, le nom, c'est l'écran de droite, voilà, c'est ça. Donc le nom de l'arrêt de bus, le fait qu'il y ait un abribus, le fait qu'il y ait un banc. Et demain, on aimerait aller beaucoup plus loin, dire qu'elle appartient à telle ligne, voilà, donner beaucoup plus de détails. Oui, parce qu'en utilisant l'application, là, ce qui est super frustrant, c'est de ne pas voir les lignes, de ne pas voir les numéros, de ne pas savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc c'est prévu. Ouais, alors là, c'est en version bêta là, pour l'instant, cette application. Et on aimerait justement, on manque aujourd'hui de moyens pour aller plus loin et pour finaliser cette application. Et elle ressemblera à quoi quand elle sera finie alors? L'interface ne changera pas énormément, mais on verra les lignes de transport sur la carte et puis on pourra contribuer plus précisément. Et parce que là, il n'y a que les bus, parce que c'est le moyen de transport en commun le plus courant dans le monde, je suppose, c'est ça, c'est qu'on n'est pas... Non, alors en fait, ça part d'un constat que les arrêts de tram, les arrêts de métro, les gares, ils ne bougent pas si fréquemment que ça. Ah oui. Alors que les arrêts de bus, étonnamment, ça bouge beaucoup. Il y a des nouveaux arrêts qui sont créés, il y en a qui bougent, et il y a à peu près 1 à 2% par an d'arrêts de bus en Ile-de-France aujourd'hui qui bougent tous les ans. Et donc il faut un outil pour non seulement créer les arrêts, la donnée, mais aussi les mettre à jour par la suite. Alors si on veut jouer avec ça, quand on est dans Paris, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose à faire, il y a quand même beaucoup de choses. Mais il suffit qu'on s'éloigne un petit peu en Ile-de-France pour qu'il manque des choses. Là par exemple, c'était une comparaison entre les arrêts de bus recensés par le STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France, et les arrêts de bus qui sont dans OpenStreetMap. Il en manque quand même énormément. Alors j'ai une question, je ne sais pas si elle est bête ou troll ou les deux. Si le STIF a tous les arrêts, pourquoi on ne les importe pas dans l'OSM? Alors... on fait mieux parce qu'on va faire bien mieux. La force de la communauté OpenStreetMap, c'est le travail sur le terrain. Donc c'est des personnes qui connaissent leur quartier. Beaucoup de personnes ont une connaissance très précise de leur quartier, de là où ils travaillent, là où ils habitent, là où ils partent en vacances. Et on peut faire du travail de meilleure qualité que ce qui existe dans d'autres référentiels. Et on a besoin aujourd'hui d'aller plus loin, d'avoir tous les arrêts. Donc voilà, on va faire ça plus précisément. C'est un peu ça la réponse.
Et puis dans OpenStreetMap, en fait, les données qui sont créées, elles sont contextualisées avec le reste de la ville. C'est-à-dire, il n'y a pas uniquement dans OpenStreetMap les arrêts de bus, mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les commerces, la route, les passages piétons, c'est très précis. Et donc, on peut bien le positionner avec les autres éléments. Et les données du STIF, elles ne sont pas assez précises, puisqu'il y a une autre de vos images de communication, celle-ci, oui. Par exemple, voilà, qui montrait... Alors, les petits pictos noirs, c'est les arrêts de bus, c'est à la gare de je ne sais plus où. J'arrive plus à lire en dessous. Les petits pictos noirs, c'est les arrêts de bus selon le STIF, et on voit qu'en haut à gauche, il y en a peut-être 5 qui sont superposés au même endroit. Les petits pictos bleus, c'est les mêmes dans OpenStreetMap au bon endroit, et les flèches, c'est celles qui montrent quelle position erronée correspond à quelle position réelle. Donc en fait, les données officielles, c'est n'importe quoi. Ouais, l'exemple de l'Île-de-France est très intéressant parce que les données qui ont été créées par les transporteurs qui sont régis par le STIF, elles sont d'une qualité aujourd'hui qui est suffisante pour faire les applications qui sont attendues aujourd'hui. C'est-à-dire, si je vais à telle gare, alors devant la gare, il y aura un arrêt de bus. Mais demain, on va arriver à une exigence qui est supérieure. Je veux faire un calcul d'itinéraire en fauteuil roulant et je veux être sur le bon trottoir, arriver au bon endroit. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que les partenaires de notre projet ils comprennent. Donc on parle avec le STIF, on parle avec d'autres transporteurs qui sont très intéressés par la donnée qu'on crée. Avec qui vous parlez? D'autres? Alors il y a Kizio Digital, c'est une filiale de la SNCF. On a Cityway, filiale Transdev. Et il y a aussi l'ADEME, donc l'agence de protection de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, je l'ai marqué quelque part, de la maîtrise de l'énergie, ouais. Et donc ça, c'est des 3 partenaires qui nous soutiennent aujourd'hui. Et quand ils nous disent ils nous soutiennent, ils vont nous soutenir financièrement. On a lancé une campagne de crowdfunding sur Ulule. Wouhou et on a des partenaires justement qui nous soutiennent là-dedans. Mais on a aussi le grand public, les contributeurs OpenStreetMap qui vont nous soutenir dans cette campagne. Alors parlons Ulule, vous avez besoin de combien et pour faire quoi? On a besoin d'avancer dans nos projets, donc on avance pas à pas. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, tout premièrement, c'est atteindre 12 000 € de collecte avec lesquels on pourra terminer l'application Jungle Bus, l'application mobile. On va la traduire dans plusieurs langues, puisque notre projet couvre vraiment le monde entier. Et puis après, on a d'autres paliers qui nous permettront de faire des outils de contrôle qualité pour que la donnée de transport à l'échelle d'une ville soit bien mise en qualité par les contributeurs OpenStreetMap. C'est quoi le contrôle qualité par exemple? Alors, c'est un logiciel qu'on utilise, on a des logiciels spécialisés dans la communauté OpenStreetMap qui permettent aux contributeurs de s'assurer que toutes les données sont bien correctes. Donc quand je parle de données, c'est vraiment c'est la localisation, mais c'est aussi les lignes de bus, le tracé, tout ça. Ça, c'est des données qui sont stockées dans une base de données et on a des outils spécialisés qui permettent de les mettre en qualité. Et juste question bête, mais avec Jungle Bus, c'est géolocaliser les arrêts. Oui. C'est principalement ça. Et les parcours aussi? Alors, à terme, parce qu'en fait, quand il y a deux arrêts de bus sur une même ligne, c'est intéressant de savoir s'il va par une rue ou par une autre, ou si dans un sens il va par une rue, dans l'autre sens il va par une autre. C'est des choses que vous mettez. Tout à fait. En fait, justement, c'est l'expérience qui s'est passée au Nicaragua qui nous a montré qu'il nous fallait une foule de contributeurs sur le terrain qui utilisent des outils extrêmement simples. C'est pour ça qu'on a développé l'application Jungle Bus. Et ensuite, on a besoin de logiciels qui sont un peu plus complexes, mais qu'on essaye de simplifier encore pour que les contributeurs OpenStreetMap fassent cette mise en qualité. Donc, tracent les lignes et disent le bus il passe par là, il va au bout de la rue et il revient. Voilà. Et donc, avec ces 2 approches, on arrive à un résultat qui est vraiment de qualité professionnelle. Et il n'y a pas enfin je sais pas moi en tant qu'utilisateur lambda, il n'y a pas un système où genre on va à un terminus du bus, on allume l'application, on fait toute la ligne et puis ça rentre toutes les données, ça mémorise toutes les coordonnées et on a le tracé de la ligne. On aimerait bien que ça soit si facile. Et en fait, on réfléchit à une telle fonctionnalité pour l'application Jungle Bus. Peut-être dans le futur on le fera, mais aujourd'hui on se focalise sur le dessin manuel pour avoir une bonne précision. C'est vrai que la précision des GPS aujourd'hui, elle ne permet pas de faire un travail de qualité nécessaire. D'accord.
Et donc dans les objectifs de visualisation après, quand vous Oui. allez produire des super plans avec des couleurs pour les lignes et tout ça, ils vont se retrouver où ces plans? Est-ce que ça va être comme à Managua, il va y avoir des versions papier, des versions cartes interactives? Est-ce que vous allez faire une couche sur openstreetmap.org? Parce que là actuellement quand on clique sur voir le fond transport, il n'y a que des lignes rouges, c'est absolument affreux. Ça pourrait aller là? Ouais, en effet, sur le site openstreetmap.org aujourd'hui, on peut sur la droite sélectionner le rendu cartographique transport qui est spécialisé là-dedans. Donc c'est juste une autre visualisation des données. Et aujourd'hui, on n'est pas satisfait de cette visualisation. Et ça fait partie aussi du projet. Donc c'est les 3 volets du projet, l'application mobile, les outils de contrôle qualité et un nouveau rendu, donc vraiment une nouvelle présentation de la carte qui soit spécialisée dans les réseaux de transport et qui soit très efficace. Et on a une problématique, c'est qu'on aimerait que ça fonctionne dans le monde entier. Ouais. Donc on travaille là-dessus et dans notre campagne de crowdfunding justement, ça fait partie des actions qu'on aimerait mettre en place après l'application mobile. Parce qu'à la soirée de lancement de l'application qui était à la Paillasse, ta collègue Noémie Lehuby avait fait un petit comparatif de qu'est-ce qu'il y a comme plan de transport dans ma ville. Alors elle avait, ça c'était le plan du STIF, ça c'était le plan de la RATP, ça c'était le plan du réseau de bus qui s'appelle PEPS je crois. Et ça, c'est le plan d'OpenStreetMap. Alors certes, il est super exact au niveau de la localisation, mais c'est affreux. Il faudrait garder le meilleur de tout ça, enfin le plus complet et le plus joli, tout ça au même endroit en même temps. Tout à fait. C'est ça que vous voulez faire. Ouais, tout à fait. C'est ça qu'on essaye de faire. Mais ça va au-delà du plan papier. Le plan papier peut être très utile dans certains pays. Aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens ils utilisent des applications de calcul d'itinéraire de transport. Et nous, les données qu'on créerait, elles seraient disponibles pour ces applications directement. Donc en fait, on essaye de s'insérer aussi dans ce qui existe déjà et on crée les outils pour y parvenir. Tous les calculateurs d'itinéraire, genre Moveit, Citymapper et tout, qui cartonnent en ce moment, il y a moyen de bosser avec eux sur… Ah, on aimerait bien. On aimerait bien. Bah, le principe d'OpenStreetMap, de ce qu'on fait, c'est l'open data. Donc c'est les données, elles sont libres d'utilisation. Mais s'ils créent des données, il faut les reverser aussi. Donc ça, c'est la contrepartie de l'open data tel que le projet OpenStreetMap l'a décrit. Et aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à repartager leurs données. Quelles données ils ont les données, elles sont en silo, c'est-à-dire que chacun a son silo de données et ne le partage pas. Et donc là, justement, le projet, ce qu'on veut faire, c'est partager ces données avec les collectivités locales, avec les transporteurs, la communauté OpenStreetMap et toutes les personnes qui veulent bien. Donc nous, on est très ouverts à la collaboration avec ces entités. Ils ont quel type de données? Parce qu'on a plutôt l'impression que ce genre de logiciel, ils récupèrent des données, ils agrègent des données extérieures, mais eux n'en créent pas tant que ça. Alors ça dépend, il y a plusieurs approches. Moveit, ils ont une communauté de cartographieurs qui fait un peu ce qu'on fait. Mais ça finit pas en open data, donc ça va pas avec notre philosophie. Et puis après, il y a plusieurs, les autres acteurs ont d'autres approches. D'accord. Et donc ailleurs dans le monde, vous avez d'autres trucs qui sont lancés. Il y a un projet à Dakar, je crois. Il y a un projet à Dakar, il y a un projet au Liban, il y a un projet qu'on aimerait bien monter à Madagascar, en collaboration avec l'association, une ONG qui s'appelle Carte ONG, qui fait des cartes pour les ONG, comme son nom l'indique. Et tout ça, c'est des projets sur lesquels on aimerait travailler avec les acteurs locaux pour créer des plans de transport des villes qui sont sur place. Bien souvent, en fait, ils ont déjà commencé sans nous. Donc nous, on arrive avec des outils qui leur permettent directement de faire ce qu'ils ont déjà commencé. Okay. Voilà. Non, vas-y. Non, ce qui est vachement intéressant, ce que je trouve vachement intéressant dans cette approche application, de faire une appli pour smartphone, pour ça, c'est que même en discutant, les Citymapper, les Moveit, tous ces logiciels, on a l'impression que leur force, c'est leur interface finalement, c'est la facilité d'utilisation, c'est le serviciel qu'ils proposent. Il suffirait de les rendre plus accessibles, plus fluides, pour finalement qu'on n'ait plus besoin d'acteurs privés, propriétaires et tout ça. Il y a déjà tout dans OpenStreetMap. Enfin, il peut y avoir tout dans OpenStreetMap, et c'est juste créer des surcouches ou des façons, des interfaces fluide et rapide pour que finalement ça puisse séduire un public extrêmement large. Et que justement, toutes ces données reversées, elles soient reversées dans la communauté. Tout à fait, oui. En effet, la simplicité d'utilisation des outils, aujourd'hui, c'est majeur. Et c'est pour ça qu'on veut créer ces nouveaux outils. Aujourd'hui, on ne les a pas. Ouais. Et on va de plus en plus vers ce genre de solution. Et nous, on fait des choses dans notre coin. Donc l'appli Jungle Bus, elle contribue.
mais on peut aussi contribuer à ces données via des applications et des logiciels qui existent déjà. La communauté OpenStreetMap est déjà très bien organisée. Ouais. On a de nombreux outils mobiles sur ordinateur qui fonctionnent bien. Voilà. Et là, on veut vraiment aller plus loin sur la simplicité. Et il y a le truc de calcul de trajet. C'est avec les horaires et les choses comme ça. Ouais. Normalement, c'est de l'open data aussi. Les horaires de bus. C'est la loi Macron qui veut que toutes les données de transport passent en open data, non? Et le décret est toujours pas paru. Enfin, je sais pas si. Le décret, je sais pas. C'est une bonne question. C'est un truc qui a été voté en 2015. Mais globalement, il y a quand même un gros mouvement sur l'open data et notamment dans le transport. On est d'accord. Et on travaille vraiment avec certains acteurs du transport. Ils partagent leurs données, on leur fournit nos données et aujourd'hui on essaye de les comparer, de voir laquelle est la meilleure. Et il y a certains acteurs qui sont beaucoup plus avancés dans cette démarche et d'autres qui ne font que publier les données telles que la loi le décrit. Ok. On peut donner le nom des bons élèves au moins? Transilien, SNCF Transilien, ils ont mené un projet de cartographie des gares en Ile-de-France et c'est vraiment très satisfaisant ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une interface justement cartographique qui fonctionne et qui est à disposition des clients et ça fonctionne déjà bien. Le fait que tu y aies bossé est un total hasard. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, tel un candidat à l'élection présidentielle dans une émission politique sur France 2, tu es venu avec des accessoires. Oui, tout à fait. Oui, tu vas dérouler et nous expliquer ce que c'est. Alors, je vais te présenter un peu des cartes, Camille, mais en fait, ce n'est pas des cartes de transport malheureusement, c'est des cartes classiques. C'est des cartes de ville. Celle-ci, elle a été faite par Michelin et c'est la carte de Clermont-Ferrand. Elle est tout à fait classique. Elle ressemble à une carte Michelin classique, mais toutes les données, c'est-à-dire tout ce qui apparaît là, ça a été créé dans OpenStreetMap. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des acteurs aujourd'hui de la carto qui se reposent sur OpenStreetMap comme solution vraiment pour faire des outils cartographiques assez développés. Et c'est marqué quelque part? C'est marqué en bas, il y a une licence, il y a écrit licence OpenStreetMap, contributeur OpenStreetMap en bas de la carte. Normalement, on met un petit smiley cœur à côté de contributeur. On met un petit smiley cœur Je crois pas qu'ils aient mis un petit smiley cœur là, non. Je trouve pas la licence. Mais je te crois sur parole. Vas-y, présente le reste, moi je la cherche. D'accord, très bien. Donc c'est des plans de ville comme ça, faits par des acteurs de cartographie qui sont déjà bien installés, mais c'est aussi des plans de ville créés par les communes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils animent des ateliers qu'on appelle des cartoparties. Donc c'est des actions sur le terrain où des citoyens, des habitants de la ville se mobilisent et cartographient leur propre ville. Et on arrive avec des cartes, des plans qui sont soit des plans touristiques, ou soit des plans de ville tout simplement, qui sont sur les abribus ou qui sont imprimés comme celui-ci. Ça, c'est une petite ville de Bretagne qui s'appelle Plouarzel, qui a fait son plan grâce à nos outils. Ça, c'est marqué aussi. Et donc là, alors... Attends, ici, je crois. J'ai pas regardé la licence, mais il y a sans aucun doute la là, mention il y a le logo. OpenStreetMap. Et là, il y a marqué Creative Commons. Si c'est pas beau, ça. Voilà. Là, il y a quand même un copyright, les utilisateurs d'OpenStreetMap. Hein. Oui, alors ça fait partie, en fait des conditions de partage de la donnée. Non, mais le signe copyright, c'est ça? Oui, il y a le signe copyright. Il y a le signe copyright. Voilà. Non, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah ouais. Et la grosse? Alors, on va finir sur une carte. Ça, c'est un plan de randonnée. C'est un plan de montagne sur lequel on voit des chemins de randonnée. On voit la montagne comme un plan de montagne classique qu'on pourrait voir. Celui-là, je l'ai imprimé moi-même et c'est sur une zone qui couvre la commune de Samoins dans les Alpes. Et donc, toutes les données, encore une fois, elles ont été cartographiées par la communauté OpenStreetMap, c'est-à-dire sur cette zone par mois. Ça, c'est du pur OpenStreetMap imprimé à la maison. C'est imprimé, ça c'est fait à la maison et tout ce qui a été fait, ça a été fait. C'est du travail d'orfèvre, quoi. On y passe des dizaines d'heures à regarder tel label, on le place ici parce que c'est mieux. Voilà, on s'amuse bien. Okay. Du coup, juste pour revenir un dernier point sur les transports. Si par hasard, c'est par volonté politique, il y a une volonté d'open data et c'est possible d'avoir, par exemple, dans bus, dans Jungle Bus, d'apporter automatiquement les horaires en temps réel, les horaires des bus qui vont arriver à tel endroit.
quand on sera dans OpenStreetMap sur l'affichage des transports, enfin, dans le cadre de Paris et puis dans le cadre des villes où il y a une politique de transport. C'est possible que ce soit intégré à terme dans OpenStreetMap directement? Est-ce que JungleBus peut devenir l'OpenStreetMap de Citymapper, c'est ça? Merci. Alors pas directement, non. C'est une très bonne question. En fait, OpenStreetMap, c'est un projet qui décrit le réel. Donc on va décrire vraiment ce qu'on trouve dans la rue, ce qu'on voit. Et les horaires en eux-mêmes, c'est plutôt une donnée temporelle. Ouais. Donc elle n'a pas sa place directement dans OpenStreetMap. Ceci dit, il y a des projets connexes quand on crée la donnée de transport. Ensuite, il y a une application mobile qui existe qui s'appelle Transporteur, donc Transport Air, qui permet d'avoir... De mixer en fait. De mixer, voilà. C'est deux types de données à l'échelle d'une ville et ils font ça très bien. Et une fois qu'on aura créé les données de transport, eux, ils vont prendre les données temporelles. D'accord. C'est deux types de choses à mixer. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, donc on peut vous aider de deux façons. Premièrement, il y a un Ulule en ce moment. Et deuxièmement, vous prenez l'application de JungleBus et puis vous faites joujou. Encore une fois, chez moi, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par exemple, en province, dans mon terrain de jeu historique d'OpenStreetMap à Sarrebourg, en Moselle, où j'avais commencé à faire les routes à l'époque où elles n'étaient pas encore sur OpenStreetMap, ils ont installé un réseau de bus qui s'appelle EasyBus, c'est le nom le plus nul que j'ai jamais entendu, en 2009. Et il n'y a pas du tout les arènes ni les lignes, donc il y a tout à faire. Donc voilà, si vous voulez vous amuser, franchement, vous pouvez, il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Florian Nénès. On va finir par des animaux mignons, comme d'habitude. Yes. Et les animaux mignons, c'est une dédicace. C'est la police de Woodbridge, dans le New Jersey. Le policier Tim Majek sauve la 3e biche de sa carrière. Tombé derrière la grille. C'est la maman de Bambi. C'est superbe, c'est superbe. C'est un petit fan. J'adore les... Bambi. Ah oui, non, là, c'est vraiment superbe. Bon, alors, j'ai compris la petite référence. J'ai un trouble obsessionnel cartographique, c'est de cartographier les panneaux biches. Donc, les panneaux triangulaires, attention, animaux sauvages. Et j'ai créé un site internet, panneaubiche.com. Tu m'as obligé à le dire à l'antenne. Voilà. Et panneaubiche.com, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait. Bon, mais voilà. C'est tous les panneaux. Voilà, bon, là. Il aurait fallu faire une émission spéciale là-dessus. Je suis désolé, je croyais vraiment pas que ça allait. Panneaubiche.com. Ah oui, non, mais là, c'est du sérieux, là. Non, parce que j'ai vu que... Incroyable. T'as fêté les 2 ans, c'est ça? 2 ans d'anniversaire sur panneaubiche.com. Bon anniversaire, Je sais pas si j'assume. Ah bah là, t'es obligé. T'es à la télé. C'est le meilleur projet du monde. Bah oui. Voilà. J'assume. C'est ça. Si on se marre pas, autant arrêter, quoi. Merci Camille, je m'en souviendrai. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Salut.